Le monde de Sophie Josten-Garder. Chapitre 6. Le destin. Le divin essaie d'interpréter quelque chose qui par nature échappe à toute interprétation. Sophie avait souvent tourné les yeux vers le jardin pendant qu'elle lisait sur Démocrite. Mais pour en avoir le cœur net, elle descendit quand même jeter un coup d'œil à la boîte aux lettres. En ouvrant la porte d'entrée, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir sur les marches une petite enveloppe blanche. Avec bien sûr Sophie Amundsen écrit dessus. Ah, il s'était bien moqué d'elle. Juste le jour où elle observait la boîte aux lettres, le mystérieux philosophe s'était faufilé par un chemin derrière la maison et s'était contenté de déposer la lettre sur les marches avant de filer dans la forêt. Ça alors! Comment avait-il deviné que Sophie surveillerait aujourd'hui la boîte aux lettres? Est-ce que cette mystérieuse personne l'avait aperçue à la fenêtre? Bon, elle avait au moins récupéré la lettre avant le retour de sa mère. C'était déjà ça. Sophie regagna rapidement sa chambre et ouvrit la lettre. Les coins de l'enveloppe étaient légèrement mouillés et portaient comme des marques de dents assez profondes. Comment était-ce possible? Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas plu. Sur le bout de papier était écrit: Crois-tu au destin? La maladie est-elle une punition des dieux? Quelle force gouverne le cours de l'histoire? Si elle croyait au destin? À première vue, plutôt non. Elle connaissait beaucoup de personnes qui y croyaient. Plusieurs de ses amis de classe lisaient par exemple l'horoscope dans les revues. Et si elle croyait à l'astrologie? Elle devait croire au destin, car les astrologues pensent que la place des étoiles dans le ciel joue un rôle dans la vie des hommes sur terre. Si on croyait qu'un chat noir traversant la rue est signe de malheur, alors on devait aussi croire au destin, non? Plus elle y pensait, plus elle trouvait des exemples de superstition. Tiens, pourquoi dit-on « je touche du bois » ? Et pourquoi le vendredi 13 portait-il malheur? Sophie avait entendu dire que beaucoup d'hôtels sautaient le chiffre 13 dans les numéros de chambre, ce qui prouvait qu'il y avait malgré tout beaucoup de personnes superstitieuses. Superstition, n'était-ce pas un drôle de mot, au fond? Si vous étiez chrétien ou musulman, on disait que vous aviez la foi. Mais si vous croyiez à l'astrologie ou au vendredi 13, cela devenait de la superstition? Qui a le droit de qualifier la croyance des autres de superstition? Sophie était en tout cas sûre d'une chose. Démocrite ne croyait pas au destin. C'était un matérialiste. Il ne croyait qu'aux atomes et au vide. Sophie essaya de réfléchir aux autres questions posées sur la feuille. La maladie est-elle une punition des dieux? Qui aurait encore pu croire une chose pareille de nos jours? Cela dit, beaucoup demandaient l'aide de Dieu pour guérir, ce qui voulait dire qu'on croyait que Dieu avait son mot à dire sur la santé et la maladie de chacun. Il était autrement plus facile de se prononcer sur la dernière question. Sophie ne s'était jamais demandé ce qui gouvernait l'histoire. Ce devaient être les hommes, non? Mais si Dieu ou le destin existait, les hommes ne pouvaient plus exercer librement leur volonté. Cette idée du libre exercice de la volonté mit Sophie sur de tout autre rail. Pourquoi accepter que le philosophe mystérieux joue au chat et à la souris avec elle? Pourquoi n'écrirait-elle pas à son tour une lettre à l'inconnu? Il ou elle viendrait certainement déposer une autre grande enveloppe jaune dans la boîte aux lettres, soit dans le courant de la nuit, soit demain dans la matinée. À son tour de lui déposer une lettre. Sophie se mit tout de suite à l'œuvre. Ce n'était pas si facile que ça d'écrire à quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu. Elle ne savait même pas si c'était un homme ou une femme, et si cette personne était jeune ou âgée. Peut-être était-ce
même quelqu'un qu'elle connaissait. Elle finit par rédiger la lettre suivante. Très honoré philosophe, il est fait grand cas, dans cette maison, de votre généreuse offre de cours de philosophie par correspondance. Mais on souffre aussi de ne pas savoir qui vous êtes. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de vous présenter et de décliner votre identité. En échange, vous êtes cordialement invité à entrer prendre une tasse de café à la maison, mais de préférence quand maman n'est pas là. Elle travaille de 7h30 à 17h tous les jours du lundi au vendredi. Quant à moi, je vais pendant ce temps au collège sauf le jeudi où je rentre toujours à 14h15. Je précise que je sais bien faire le café. D'avance, merci beaucoup. Salutations respectueuses de votre élève dévouée, Sophie, 14 ans. Tout en bas de la feuille, elle écrivit « Réponse souhaitée ». Sophie trouva la lettre beaucoup trop officielle, mais ce n'était pas commode de savoir quel mot employer pour écrire à une personne sans visage. Elle fourra la feuille dans une enveloppe rose qu'elle referma, puis elle écrivit au recto au philosophe. Le problème consistait à déposer la lettre là-bas sans que sa mère ne la trouve. Il fallait dans un premier temps attendre que sa mère soit rentrée avant de la glisser dans la boîte aux lettres. Et dans un second temps, ne pas oublier d'aller vers la boîte tôt le lendemain matin, avant qu'on ne livre le journal. Si elle ne recevait pas de nouvelles lettres dans la soirée ou la nuit, elle serait obligée d'aller récupérer l'enveloppe rose. Pourquoi fallait-il que tout soit si compliqué ? Ce jour-là, bien que ce fût vendredi soir, Sophie monta se coucher tôt. Sa mère tenta de la retenir en lui proposant de manger une pizza et de regarder Derrick, leur série policière préférée. Mais Sophie prétexta qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait lire au lit. Et elle profita que sa mère avait les yeux rivés sur l'écran pour se faufiler dehors et glisser la lettre dans la boîte. Il était clair que sa mère se faisait du mauvais sang. Elle s'était mise à lui parler très différemment depuis l'histoire du lapin et du chapeau haut de forme. Sophie n'aimait pas lui faire de la peine, mais il fallait absolument qu'elle surveille la boîte aux lettres. Quand sa mère monta sur le coup des 11h, Sophie était toujours postée à la fenêtre et regardait la rue. « Tu ne surveilles quand même pas la boîte aux lettres ?» demanda-t-elle. « J'ai bien le droit de regarder ce que je veux. »« Je crois bien que tu es amoureuse, Sophie. Mais si tu attends une autre lettre, cela m'étonnerait qu'ils viennent te la déposer en pleine nuit. » Ah, Sophie détestait ces histoires de cœur à l'eau de rose. Mais elle ne voyait pas d'autre solution que de laisser sa mère dans l'erreur. « C'est lui qui t'a apporté du lapin et du chapeau haut de forme, poursuivit sa mère. Sophie acquiesça. Il ne se drogue pas au moins. Sophie avait vraiment pitié d'elle, mais elle ne pouvait pas la laisser se ronger d'inquiétude. Elle était tellement à côté de la plaque. Faire un rapprochement avec la drogue parce qu'on s'amusait à avoir un peu d'esprit, ce que les adultes pouvaient être débiles parfois. « Maman, je te promets que je ne toucherai jamais à ce genre de choses, » répondit-elle en se retournant. Quant à lui, il ne se drogue pas non plus. Par contre, il s'intéresse beaucoup à la philosophie. « Il est plus âgé que toi, alors ?» Sophie fit non de la tête. « Il a ton âge ?» Elle fit signe que oui. « Et tu dis qu'il s'intéresse à la philosophie ?» Sophie acquiesça à nouveau. « Eh bien, il est certainement très gentil. Allez, je crois que tu devrais essayer de dormir. » Mais Sophie resta à la fenêtre et continua à regarder la rue. À 1h du matin, elle était sur le point d'aller au lit lorsqu'elle aperçut tout à coup une ombre qui sortait de la fenêtre. Il faisait presque nuit dehors, mais encore assez clair pour qu'elle pût distinguer une silhouette. C'était un homme,
et Sophie eut l'impression qu'il était plutôt âgé. En tout cas, pas de son âge. Il portait sur la tête une espèce de béret. Il eut l'air à un moment de lever les yeux vers la maison, mais Sophie avait éteint la lumière. L'homme se dirigea vers la boîte aux lettres et laissa glisser une grosse enveloppe. Juste à cet instant, ses yeux tombèrent sur la lettre de Sophie. Il mit la main dans la boîte et l'attrapa. La seconde d'après, il était déjà loin. Il rejoignit presque au pas de course le chemin qui mène à la forêt et disparut en un clin d'œil. Sophie avait le cœur battant. Elle aurait bien poursuivi en chemise de nuit, encore que... Non, elle n'osait pas. Elle n'osait pas courir après un inconnu au beau milieu de la nuit. Mais il fallait sortir chercher l'enveloppe. Elle attendit un petit moment avant de descendre prudemment l'escalier, de tourner la clé dans la serrure et d'aller à la boîte aux lettres. En moins de 2, elle était revenue dans la chambre avec la grande enveloppe à la main. Elle s'assit sur le bord du lit et retint son souffle. Quelques minutes s'écoulèrent où il ne se passa rien. Alors elle ouvrit la lettre et se mit à lire. Elle ne s'attendait pas bien à avoir déjà une réponse à sa lettre. Celle-ci viendrait demain au plus tôt. Coucou, c'est moi, chère Sophie. À toutes fins utiles, je précise que tu ne dois jamais essayer de m'espionner. Nous nous rencontrerons un jour, mais c'est à moi de décider où et quand. Voilà, c'est dit, et tu ne vas pas être désobéissante, n'est-ce pas? Retournons à nos philosophes. Nous avons vu comment ils ont essayé d'expliquer le changement au sein de la nature. Autrefois, c'était à travers les mythes que tout s'élucidait. Mais les anciennes croyances devaient aussi céder du terrain dans d'autres domaines. Nous le voyons quand nous abordons la question de la maladie et de la santé ainsi que de la politique. Dans ces deux domaines, les Grecs avaient jusque-là toujours cru à la fatalité. Croire au destin veut dire que tout ce qui va arriver est décidé à l'avance. Nous retrouvons cette conception dans le monde entier des temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Dans le Nord existe une croyance très ancrée. Dans le Lagna, la prédestination, telle qu'il apparaît dans les anciennes sagas islandaises. Chez les Grecs, comme dans d'autres parties du monde, nous trouvons l'idée que les hommes peuvent avoir accès à la connaissance de leur destin à travers diverses formes d'oracles. Cela signifie que le destin d'un homme ou d'un État peut être interprété de différentes manières. Il y a encore des gens qui croient qu'on peut se faire tirer les cartes, se faire dire la bonne aventure ou lire dans les étoiles. Une variante consiste à lire dans le mar de café. Une fois la tasse bue, il reste au fond un petit dépôt. Peut-être que ces traces de café forment une image précise ou un motif, il suffit juste d'un peu d'imagination. Si le mar ressemble à une voiture, cela veut peut-être dire que celui qui a bu le café va bientôt faire un long voyage en voiture. Il apparaît clairement que le devin essaie d'interpréter quelque chose qui par nature échappe à nos interprétations. Cela vaut pour tous les arts divinatoires. Ce que l'on interprète est si obscur qu'il est difficile de contredire le devin. Et si on jette un coup d'œil aux étoiles, nous ne voyons qu'un chaos de points lumineux. Pourtant, de tout temps, de nombreux hommes ont cru que les étoiles pouvaient nous renseigner sur notre vie sur la Terre. Il y a encore de nos jours des chefs de partis politiques qui consultent les astrologues avant de prendre une décision importante. L'oracle de Delphes. Les Grecs croyaient pouvoir connaître leur destin grâce à l'oracle de Delphes. Le dieu Apollon était ici le dieu de l'oracle. Il parlait par l'intermédiaire de la Pythie, sa prêtresse, qui trônait sur un fauteuil au-dessus d'une faille de la terre.
Des gaz s'échappaient de cette faille et rendaient la Pythie quasi inconsciente. Cela était indispensable pour qu'elle devienne le porte-parole d'Apollon. En arrivant à Delphes, on posait sa question aux prêtres qui officiaient là-bas. Ces derniers la transmettaient à la Pythie. Elle répondait quelque chose de si incompréhensible ou de si flou que les prêtres devaient ensuite traduire la réponse à celui qui l'avait posée. Les Grecs croyaient ainsi profiter de la sagesse d'Apollon qui savait tout du passé comme de l'avenir. Beaucoup de dirigeants n'osaient pas s'engager dans une guerre ou prendre de graves décisions avant d'avoir été consulté l'oracle de Delphes. Les prêtres d'Apollon firent donc office de diplomates et de conseillers, puisqu'ils connaissaient particulièrement bien le pays et le peuple. Au-dessus du temple de Delphes, il y avait une célèbre inscription « Connais-toi toi-même ». Cela devait rappeler à l'homme qu'il était mortel et qu'aucun homme ne pouvait échapper à son destin. De nombreux Grecs composèrent des poèmes au sujet d'hommes rattrapés par leur destin. Ce devint le sujet de toute une série de pièces de théâtre, tragédies, mettant en scène ces personnages tragiques. La plus célèbre d'entre elles est l'histoire du roi Œdipe. La science de l'histoire et de la médecine. Le destin ne déterminait pas seulement la vie de chaque homme. Les Grecs croyaient aussi que la marche du monde elle-même reposait entre les mains du destin. L'issue d'une guerre pouvait dépendre des dieux. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que Dieu ou d'autres forces spirituelles gouvernent la marche du monde. Mais exactement au moment où les philosophes grecs tentaient de trouver une explication rationnelle aux phénomènes naturels, une science de l'histoire était en train de se mettre en place qui avait une tâche de trouver les causes naturelles derrière le déroulement de l'histoire. Une guerre perdue n'était plus imputée désormais à une simple vengeance divine. Les historiens grecs les plus connus furent Hérodote, 484 à 424 avant Jésus-Christ, et Thucydide, 460 à 400 avant Jésus-Christ. Pour les Grecs, la maladie aussi était le fait des dieux. Ceux-ci donnaient aux hommes des maladies contagieuses pour les punir. D'un autre côté, il était également dans leur pouvoir de les guérir à la seule condition que leur soient faits des sacrifices dans les règles de l'art. Cette croyance n'est pas spécifiquement grecque. Avant l'avènement de la médecine moderne, la maladie était presque partout considérée comme ayant une cause surnaturelle. Les termes de flux en anglais ou influenza en norvégien pour dire la grippe signifiait à l'origine que l'on subissait la mauvaise influence des étoiles. Même aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde croient que diverses maladies, comme le sida par exemple, sont une punition de Dieu. Et nombreux sont ceux qui s'imaginent pouvoir guérir grâce à des forces surnaturelles. Ainsi, tandis que les philosophes grecs ouvraient la voie à un nouveau mode de pensée, naissait une nouvelle conception de la médecine qui tentait d'expliquer la maladie et la santé de manière naturelle. Le fondateur de la médecine grecque passe pour être Hippocrate, qui naquit sur l'île de Kos vers 460 avant Jésus-Christ. La meilleure défense contre la maladie consistait, selon Hippocrate, à vivre simplement et de manière mesurée. L'état de santé est naturel à l'homme. Quand on tombe malade, c'est parce que la nature sort de ses rails, à cause d'un déséquilibre corporel ou spirituel. Le chemin qui mène à la santé passe par la modération, l'harmonie et une âme saine dans un corps sain. De nos jours, on ne parle que de l'éthique de la médecine. On entend par là qu'un médecin se doit d'exercer la médecine
en respectant certaines lois morales. Ainsi, un médecin n'a pas le droit de rédiger une ordonnance de médicaments pour des gens en bonne santé. Il est en outre tenu au secret professionnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de rapporter les propos d'un patient au sujet de sa maladie. Tout ceci vient d'Hippocrate. Il exigeait que ses élèves prêtent le serment suivant. Je jure par Apollon, médecin, par Esculate, par Hygie et par Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours. Je partagerai avec lui mon savoir, et le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins, je tiendrai ses enfants pour des frères, et s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par un engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pécer abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille, je la laisserai aux gens qui s'en occupent. Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tous méfaits volontaires et corrupteurs, et surtout de la séduction des femmes et des garçons libres ou esclaves. Quoi que je voie ou entende en société pendant l'exercice, ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a pas besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Si je remplis ce serment, sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie de ma profession. Honoré à jamais parmi les hommes, si je le viole, et que je me parjure, puissez avoir un sort contraire. En se réveillant ce samedi-là, Sophie sauta du lit. Était-ce un rêve ou avait-elle vraiment vu le philosophe? Elle passa un bras sous le lit pour vérifier, mais non, la lettre qu'il avait déposée cette nuit était toujours là. Sophie se souvint de tout ce qu'elle avait lu sur la croyance au destin chez les Grecs. Ce n'était donc pas un rêve. Bien sûr qu'elle avait aperçu le philosophe. Et encore mieux, elle avait observé de ses propres yeux emporter sa lettre à elle. Sophie se mit à quatre pattes et tira de dessous le lit toutes les feuilles dactylographiées. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout contre le mur brillait quelque chose de rouge, un foulard. Elle rampa sous le lit et réapparut un foulard rouge en soie à la main. Elle était sûre d'une chose, il ne lui appartenait pas. En examinant le foulard de plus près, elle poussa un petit cri en voyant qu'il y avait quelque chose d'écrit au stylo noir le long de l'ourlet. On pouvait lire Hyde. Hyde. Mais qui était-ce donc cette Hyde? Comment se faisait-il que leurs chemins se croisent de cette façon? Fin du chapitre 6. Merci d'avoir écouté cet audio et n'hésitez pas à vous abonner.